Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde, ravi de vous revoir. Ravi également. Puis aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que ça fait très longtemps et que tu repousses, mais que là, il est prêt, il est mûr. Les vérifications de sécurité black box, white box, dans un contexte où Wiz l'avait fait à la fin de l'année passée, début de cette année, justement pour qu'on recalibre la perception de comment les tests sont effectués et en quelle mesure ils ont la portée qu'ils ont réellement et c'est le niveau dramatique associé. Fait que je vais te laisser introduire ça parce que c'est très attendu. Oui, ben écoute, je suis ravi, merci. Je savais pas qu'il y avait des choses si attendues que ça, ben tant mieux. Tant mieux. Oui, écoute, ça me tient à cœur parce que la notion de pen test en tant que telle, c'est le côté du Saint Graal ou du 100 mètres aux Jeux Olympiques pour évidemment les gens en sécurité. Hein. On sait très bien qu'un RCE, c'est le Saint Graal pour le gars qui évidemment se trouve un remote shell ou une exécution, peu importe, quelque chose sur un serveur. Et dans les pen tests, c'est évidemment aussi le côté de l'équipe. C'est la forte équipe. Hein. On est bien d'accord, on va pas se cacher. C'est le fameux Red Team. Ce qui fait que si on est dans le Red Team, c'est qu'on est quand même pas mal bien et bon, et non pas le côté de dire, quoique je précise que les bleus sont souvent plus compliqués à faire que le red, parce que, comme je l'ai toujours dit, on met 9 mois pour créer une vie et 1 seconde pour la tuer. Donc, c'est toujours plus facile de détruire que de créer. Donc, tenons évidemment à revenir sur la chose des pen tests. La notion de pen test périmétrique, comme on connaissait à une époque qui était même pas en termes du mot pénétration testing tel qu'on peut le prendre, mais de pen test au sens large sur l'infrastructure, c'était toujours effectivement sur les périmètres, le réseau et ensuite l'infrastructure de la compagnie. Alors là, de toute façon, effectivement, tant que la compagnie, au pire, mais là c'était facile parce qu'il y avait un aspect physique de la chose, puisque tu avais des bureaux, tu as des locaux, tu as des endroits bien précis. C'est pour ça qu'on a inventé le social engineering, c'est pour ça qu'on a inventé aussi la notion de savoir comment on peut pour rentrer dans un bâtiment, comment on se fait passer pour, je sais pas moi, le serveur ou le livreur ou n'importe quoi. Je vous rappelle d'ailleurs et je vous invite à aller voir, c'est assez facile je crois à retrouver sur YouTube, mais vous avez Kevin Mitnick, pour ceux qui ne connaissent pas, mais moi les plus anciens. Ce qui est cool avec un podcast, c'est que vous pouvez pas voir mes cheveux blancs, donc c'est ça qui est sympathique là, comme ça. En fait, j'ai même pas encore 29 ans, mais j'ai beaucoup de cheveux blancs. Mais pas voilà. Plus voir les miens non plus d'ailleurs. Voilà, on est presque au même niveau. Voilà, mais au moins on peut mentir sur notre âge, personne ne peut le prouver. Bref, ce que je veux dire, c'est que par défaut, Kevin Mitnick est un des hackers dans les années 80 qui était le plus connu et qui se faisait appeler le Condor. Donc, je vous invite à aller. Il bosse pour Kno4b maintenant, hein, Kno4b, où j'ai toujours du mal à dire. Oui, c'est Kno4b. C'est une société dédiée vraiment sur la partie ransomware et compagnie. Et lui, ce qui était très drôle, il n'a pas le droit de toucher un clavier. Hein. Vous verrez. Allez voir Kevin Mitnick et allez voir toute son histoire. Wikipédia en regorge. YouTube en regorge aussi, mais vous allez voir aussi qu'il explique dans un de ses derniers bouquins, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, comment en social engineering, en ne touchant à aucun clavier, en 4 mois et demi, il est arrivé à Los Angeles à être security admin, enfin en tout cas prise admin d'un serveur directement dans un des hôpitaux les plus connus de Los Angeles, Saint-Presbytérien, je ne sais pas lequel, mais qui avait l'air d'être le Max Big. Il a fait des tonnes de techniques de social engineering qui sont complètement bluffants et incroyables, et ce qui prouve que, voilà, la notion de dire qu'on fait un pen test, même en social, ça peut marcher aussi. Je veux dire qu'il y a une notion physique de la chose où là, lui, il est parti de rien. Et c'est ça que je veux surtout amener par rapport au cloud. Il est parti de rien, et en partant de rien, on essaye de faire du génie social, du génie technique, de l'ingénierie évidemment. Si pour ceux qui sont et qui nous écoutent, je pense que vous êtes tous aussi
Monsieur Robot, hein, Mr. Robot. Donc d'aller, ils n'ont pas réinventé la poudre, hein, d'aller évidemment dans l'entreprise qui fait la clim pour aller rentrer dans l'entreprise qui veut évidemment rentrer, parce que l'entreprise qui est évidemment moins forte et qui fait la clim pour la grosse, va évidemment avoir peut-être moins de sécurité que celle qui est votre target. Ça revient au même. Je veux dire qu'à partir de là, c'est de la longévité, de la longueur. C'est un peu comme de la magie où on prépare ses tours, on croit que c'est facile quand on le voit, mais c'est quand même l'expérience. Bon. Là où je veux en venir pour évidemment la partie cloud, puisque c'était le côté cloud au niveau black box, white box et grey box. Je vous rappelle que la grey box, normalement, c'est black ou white parce que à l'époque, dans les pentests périmétriques de réseau, ou les pentests web aussi, hein, puisqu'après, on parle aussi de pentests web de base, hein, des années 2000 jusqu'à maintenant, évidemment, étaient hébergés en toute logique dans des CTI privés aussi, la plupart du temps, hein, donc les providers privés, je parle pas des clouds publics, hein, on est bien d'accord, je fais juste un petit rappel de 30 secondes, cloud public, scalabilisation, région worldwide, notification d'avoir la possibilité de faire du géo-redondant, de l'élasticité à plus en finir, et pas faire du CAPEX, mais faire de l'OPEX. Tiens, ça, c'est un mot que je laisse aux interlocuteurs. Je pourrais faire éventuellement une petite présentation à savoir qu'est-ce qu'est la différence de pourquoi on parle de cloud public et quelle est la différence entre un CTI aujourd'hui et pourquoi le cloud public est évidemment géré. Je pourrais vous expliquer ce que veut dire CAPEX et OPEX, même si vous pensez que c'est Capital Exchange ou autre. Non, c'est pas ça. Vous pourrez éventuellement comprendre le pourquoi, et on veut évidemment toujours du high elevability, de la scalabilité, puisque c'est surtout ça principalement qui est important, du consuming based, comme on dit en anglais, donc basé sur la consommation, et puis de permettre justement d'être en consommation qui n'est pas dans oui, j'arrive même pas à le dire celui-là, faire que la ligne soit tout à fait plate et droite, mais c'est plutôt du roller coaster évidemment, et des hauts et des bas, encéphalogramme plat. Bon, ça y est, j'ai réussi à le dire. Bref, donc le but du jeu de tout ça, c'est de dire que quand vous voyez évidemment au niveau du cloud, à aujourd'hui public et non privé, je rappelle, hein, ça peut être des boîtes comme OVH, Ikula, j'ai rien contre ces gens-là, mais on comprend qu'ils ne sont pas multi-régions, multi-worldwide et avec 70 régions sur la planète, ou 39 pour AWS, ou quarantaine aussi, je crois, pour Google. Ils ne sont pas dans une notion aussi de gestion de triple data center dans une même région, avec en plus d'autres régions qui triplent aussi ces data centers dans le même pays. Donc, vous imaginez, hein, celui de Canada Central ou de Canada Est, ça fait quand même 6 data centers différents pour Azure et 6 data centers différents pour N365. Donc, ça commence à chiffrer déjà en argent, à chiffrer avec tout ce que vous savez éventuellement de tout ce qu'on peut comprendre autour d'une infrastructure. Et si on parle de pentest, par exemple, périmétrique, ce serait de dire, est-ce qu'on est capable d'attaquer le vrai système périmétrique d'Azure? Si aujourd'hui quelqu'un avait pété Google, Azure, AWS en termes de leur data center, je pense qu'on le serait, et je pense que ce gars-là serait aussi haut que Elon Musk, qui serait déjà sur Mars en train de sucrer des fraises et de gérer ses millions de dollars à plus en finir, vous comprenez? Puisqu'évidemment, c'est le saint graal absolu, et c'est pour ça que les designers des data centers ont une obligation pour à peu près tous les clouds de déménager une fois tous les 2 ou 3 ans. Microsoft, d'ailleurs, il faut savoir que tous ceux qui les fabriquent ne sont même pas reconnus en tant que nom et compagnie. C'est des guides qui se baladent. Il y a que très peu de monde qui les connaissent. Pourquoi? Parce que c'est comme le banquier. Hein. Si vous piquez sa famille et que vous lui demandez d'ouvrir le compte, il va le faire. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Donc là, il y a beaucoup trop de risques avec ces gens-là pour qu'on dise comment fonctionne un data center. Et même là-dedans, il y a des coupures comme un peu un sous-marin où l'autre ne sait pas, un peu comme l'armée, l'autre ne sait pas ce que l'autre fait. Et il y a des séparations de genres pour justement limiter la casse de connaissances au travers de ça. Donc, juste un petit anecdote, parce que chez mes clients, parce que tu parles de ceux qui vont casser le périmètre d'Azure ou peu importe, il sera très riche. J'ai cette anecdote-là qu'il y a quelques années, quand certains de mes clients avaient peu de maturité infonuagique, il y avait une inquiétude de faire des gestes en infonuagique qui allaient briser le tenant ou allait briser l'info nuagique. C'est quelqu'un, je trouvais ça très comique parce que c'est une perception très
CTI, très périmètre, très on-premise, très sur site. Puis tu sais, tu peux pas, ma réponse que je leur donne à chaque fois, dis celui qui réussit exactement comme toi, tu sais, il va aller fraiser, il va aller manger ses fraises sur Mars. Ben oui, cette personne-là, je veux la connaître qui a brisé Azure, là, parce que c'est pas rien, là. C'est ça, c'est à aujourd'hui, puis brisé, que ça soit brisé même en DDoS ou que ça soit brisé en hack, parce que si vous croyez qu'évidemment le portal Azure n'a pas été évidemment hacké, essayé d'être désourcé et compagnie, oui, il y a eu en mode, puis je vais pas le cacher, dans le sens où ce que j'ai pu dire, puis je n'ai pas envie de balancer des rumeurs, mais je sais qu'il y a une grosse boîte on va dire de sociétés d'accountant, comme on dit en anglais, enfin d'auditeurs. Comptable. Oui, comptable, d'auditeur, qui commence pas par un K, qui commence par un D, qui évidemment peut éventuellement avoir fait quelques petites recherches à droite à gauche et qui ont eu évidemment, au travers de tout ce qu'on a pu déjà dire dans le podcast avec Wiz, avec Okta, avec Orca, avec d'autres compagnies, ont des discloses avec Microsoft et il y a déjà eu au travers du portal, le portal Azure, c'est fait en JavaScript, il n'est pas plus évidemment fait. Sauf que la différence, c'est que maintenant il est même protégé par lui-même, puisque le portal Azure lui-même, à date, pour Windows 11, c'est 2,3 millions de lignes de code. Le portal Azure, c'est x2. Donc maintenant, bon courage. Moi, je dis, le métier de pentester en JavaScript sur le web, c'est un métier d'avenir. Vous avez 6 millions de codes, 4 millions de codes à aller vérifier et allez-y, faites-vous plaisir. Je ne dis pas effectivement que c'est pas possible. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver la petite faille du truc, mais quand on voit la masse que ça demande, l'offuscation par design que c'est fait, plus l'offuscation, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Personne n'a pété un Windows Nano à date et personne n'a pété au 2 ou un certain nombre de choses de G-Root ou autre. Quand ils veulent pas que ça soit pété, vous inquiétez pas, c'est pas pété. Donc, par défaut, il y a après des débats évidemment avec les OS où ça faisait que c'était de la legacy, mais par défaut, quand c'est pas pété, c'est pas pété. Donc, tout ceci pour revenir à dire que, effectivement, lorsque vous dites que moi, je vais aller essayer de pentester, que je suis en black box, on est bien d'accord qu'on est en black box sur un environnement d'un client qui lui-même se retrouve sur un cloud public. Et donc, comme je le répète, les clouds publics, Azure, Amazon, Google, Alibaba et éventuellement Oracle ou IBM ont cette possibilité de gérer. Mais vous comprenez bien, et comme vient de dire d'ailleurs Nicolas, au-delà d'ailleurs de trouver une faille ou de péter quelque chose, mais de dire que je vais casser ou de dire que je vais... Non, vous allez perdre peut-être vos données, vous allez perdre des heures de boulot, vous allez perdre peut-être des choses où, oui, vous n'aviez pas fait un DevOps ou vous l'avez monté à la main avec le portal puis vous l'avez pas sauvegardé. Ça, c'est sûr que là, vous perdez évidemment vos affaires. Le fait est de dire que demain, ah ouais, mais là, j'ai installé 300 machines VM, tu vas voir, il va carrément fumer. Je vais vous dire, il y a même des gars qui ont essayé de le gérer. Moi, le record que j'ai pu voir passer, parce qu'après, en même temps, ce genre de choses, évidemment, Microsoft, comme tous les autres, AWS a fait la même chose, GCP aussi, ça aussi, c'est plus possible. Puisqu'à une époque, ça a été possible dans la version 1, en version ASM. En version ARM, ils ont, je dirais, été un peu laxistes les 2 ou 3 premières années, donc de 2015 à 2017, parce qu'ils pensaient pas que les gens allaient faire. Puis en 2017, il y a eu le bear market ou le bull market des crypto-monnaies. Donc vous comprenez bien qu'il y a eu aussi énormément de gens qui ont mis des VM énormes pour aller évidemment miner du Bitcoin ou miner autre chose, et puis faire d'autres trucs, du H4, casser des brute force au niveau des mots de passe, bref, faire aussi des rendering de fichiers vidéo porno pour évidemment à pas cher. Ça aussi, ça fonctionne de la même manière. Ils n'ont pas été plus fous que ça. C'est toujours les mêmes nerfs de la guerre. On change de layer au lieu des grosses machines. On se retrouve après sur les data centers. Ça change rien. Là où évidemment les gars ont tout de suite, et vous voyez, c'est déjà une sécurité supplémentaire qui est encore mise, c'est que même si, et je vous dis, le record à l'époque, c'était, je crois, 1800 machines ou 2000 machines en moins de... Puis même pour monter des machines, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, c'était 2000 machines en même pas une journée. Il n'y a pas... Peut-être que oui, les réseaux ont bougé un peu dans le data center. Il s'est peut-être pris 10 degrés de plus, le pauvre data center, à ce moment-là, mais ça a pas mis à cul Azure, ça a pas mis c'est les DDoS qui mettent à cul Azure. C'est la pandémie, quand on a utilisé Teams,
à outrance. Donc, ils ont inventé les systèmes comme les friteuses, où ils ont mis un nouveau liquide spécial de refroidissement, où maintenant dans le 9e génération dans les data centers Microsoft, tous les serveurs, pour les prochains, là, tous les serveurs vont être mis comme une sorte de friteuse où c'est géré puis c'est refroidi de cette manière pour éviter justement la cassure, parce que quand Teams était évidemment demandé à outrance, puis que là ils avaient pas scalé, mais là c'est eux qui avaient pas scalé, pas nous, là qu'ils avaient pas scalé, que la demande allait faire autant, puis que Zoom allait péter sa gueule au démarrage et que ainsi de suite, bah là effectivement il y a eu évidemment là des problèmes, et qui sont encore une fois des problèmes pour le cloudeur public, pour le provider public, mais pas en tant que tel. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont mis en termes de sécurité? Je reviens à ma point, c'est qu'ils ont mis des quotas et des limites. C'est pour ça que vous avez des quotas et des limites à chaque fois que vous ouvrez une subscription Azure, et qu'à aujourd'hui, le quota et les limites pour même quelqu'un end-user qui veut se monter quelque chose, bah, c'est une vingtaine de vCPU par data région. Vous n'avez pas tous les tailles size par data région. Donc, par exemple, une E20 V3 qui fait du 48 heures, oubliez ça. Vous ne pourrez jamais vous la monter puisque vous êtes déjà bloqué à 20 heures. Donc, de toute façon, ou à 20 heures. Donc, encore une fois, les mémoires sont bloquées aussi. Les storage, vous n'en avez pas autant. Donc, il y a quand même pas mal de services gratuits, mais qui sont PaaS ou SaaS, encore une fois. Mais dans l'IaaS, comme on sait qu'effectivement, c'est ça aussi qui est fait. Donc, encore une fois, c'est une protection du côté cloud public et pas du côté de vous. Donc, vous n'allez pas les abîmer, vous n'allez pas les égratigner, vous inquiétez pas, vous n'allez rien faire du tout pour faire péter. Puis je peux vous dire que ça fait des années, que ça fait 10 ans que je fais mes CTF du Hackfest avec Azure depuis 2012. J'ai des tonnes de trucs et je travaille là-dedans depuis. Je vais vous dire, pour l'avoir malmené en long, en large et en travers, c'est plus nous on a peur de perdre nos affaires si effectivement on fait une mauvaise manip, parce que lui, c'est un robot en fait. C'est des automates très très puissants et très intelligents à comprendre des choses. Mais si vous oubliez quelque chose, c'est sûr que des fois, mais c'est plus vous qui allez perdre et pas l'inverse. Donc ça, on a mis des préceptes où vous comprenez que le cloud public à date. Puis je vous rappelle que l'AD, c'est les 3 plus gros. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent s'ils sont à Québec ou même dans la ville de Québec, vous connaissez à peu près Vidéotron. Le centre Vidéotron, vous voyez ce centre-là, c'est 1,5 fois fois 3 pour l'intégralité de la AD mondiale d'Azure. Et c'est à 3 endroits aux États-Unis séparés, c'est aussi gros que ça et redondant en plus à l'interne en 2 fois. Donc, vous imaginez l'argent, vous imaginez la masse, le power, tout ce qui va, le terrain, les achats, la lumière, la sécurité autour, on est bien d'accord, le périmètre, il a changé d'endroit. Tout ça, on l'avait déjà perdu depuis déjà 10-20 ans. Maintenant, on a perdu aussi le CAPEX et le OPEX, c'est-à-dire la notion de faire des CTI on-premise. Je vous promets que je reviendrai avec cette précision là-dessus. J'en fais exprès de pas trop l'expliquer pour la prochaine fois, parce que je sais que là, Nicolas me dit « Ouais, génial, on va refaire un nouveau podcast là-dessus. » Donc, OK, c'est bon, ça, on se le garde. Vous allez comprendre que c'est super intéressant. Donc, honnêtement, je pense que c'est peut-être moins sécure, mais ça me montre aussi une certaine... C'est très pertinent parce que ça change la philosophie financière associée à l'usage des technos. Et peu de compagnies ou d'organismes publics sont prêts à ce degré de changement-là. Et ça peut devenir compliqué manœuvrer là-dedans, fait que c'est très important, effectivement, mais on va une autre fois. On en reparlera. Je sais que là, il a déjà pris note. Je crois que je suis fait, les amis. On pourrait lui renvoyer l'info. Donc, pour continuer, évidemment, dans notre état de black box et white box, encore une fois, quand vous allez donc à partir de là, rentrer dans un périmètre en disant, OK, j'ai un client qui se trouve, alors, on le voit de 2 méthodes. Soit je suis un attaquant qui veut attaquer, c'est-à-dire là, c'est les groupes d'attaque aujourd'hui qui n'ont pas du tout de clients et qui sont des États voyous, des compagnies professionnelles pour ça, peu importe. Enfin bref, il y a la Warfarm nous a présenté et tout ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, de tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années nous présente. Donc là, vous êtes l'attaquant extérieur à la compagnie. Puis après, vous avez des gens qui sont le gars qui veut faire ça parce qu'il fait ça dans sa communauté sécuritaire, ce qui est notre cas un peu à tous, ou dans son environnement de travail aussi en même temps, et
parce que ça va dans les deux sens, qu'il est aussi professionnel de la sécurité et que lui-même, on le demande pour soit il est consultant, puis là, c'est aussi multi-client, ou soit il est à l'intérieur d'une entreprise et cette entreprise ayant un cloud public, ou en tout cas des assets ou des workloads dans un cloud public, on lui demande aussi, évidemment, de faire les choses. Donc, à partir de là, vous avez à peu près ces 3 panels de personnes et je vais prendre, évidemment, le premier panel. Le premier panel, c'est le premier panel aussi où comme il est à peu près mitoyen et la frontière est grise entre le premier panel du méchant gars, le bad guys, le ugly guys, et le grey guys qui sont, comme on vous a parlé de Orca, Wiz, toutes ces sociétés qui sont évidemment dans les recherches, évidemment de NCC Group aussi ou d'autres mendiants d'ailleurs qui fait aussi pas mal sur le cloud, qui sont des sociétés qui sont un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait eux leur but, c'est, oui, de protéger leurs clients, mais en même temps, ils essayent de trouver des failles dans les endroits qui peuvent évidemment aller. Donc, à l'époque, c'était les Windows Server, c'était toujours les trucs encore faits, c'était les serveurs sur les CTI, c'était fait. Donc là, on a changé un petit peu l'environnement de chasse, on passe dans un environnement de cloud, puis là, l'environnement de cloud, je me mets donc dans la peau du méchant, archi méchant. OK. Si je suis du méchant et archi méchant, en toute logique, là, j'ai pas de gray box et j'ai pas de white box. Puis pour que nos auditeurs comprennent évidemment tout de suite, pour ceux qui n'ont évidemment pas de connaissances sur ces trois-là quand on est en mode red team, black box, ça sous-entend, comme je l'ai dit à l'origine, vous êtes de l'extérieur total, méchant ou pas méchant, parce que vous voulez peut-être éventuellement trouver une faille et récupérer de l'argent. Je vous rappelle que pour ça, à titre légal, je mets un petit disclosure. Vous avez du HackerOne, vous avez des discloses. Regardez s'il y a du bug bounty. Vous amusez pas à faire non plus des choses. La loi a bougé aussi vite, ou en tout cas, elle bouge aussi vite maintenant. Et croyez pas que c'est pas dans les mêmes années 90 où oui, c'est pas grave si je fais un truc, j'irai pas en tôle et je paierai pas le machin, puis on m'embauchera à la CIA. Ouais, si vous êtes très fort, je pense que peut-être. Mais si vous êtes moyen comme tout le monde, qu'on a évidemment, il y en a beaucoup maintenant, ça va être compliqué. Donc, c'est mon petit conseil personnel. Ne croyez pas. Vendez plutôt votre savoir-faire à une communauté. Faites vos certificats. Passez évidemment dans des compagnies. Vous allez gagner des salaires mirobolants et vous allez faire gagner mieux votre temps que d'essayer ou de croire que ce genre de choses pourrait arriver. Maintenant, si vous restez du côté obscur de la force et que vous décidez quand même d'attaquer la chose, donc on est en black box. Donc black box veut dire on ne connaît rien de l'environnement, on a une target, cette target est un client X, et à partir de là, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur cette target. À partir de là, on a aussi donc les gens qui sont en environnement Greybox. Greybox, ça sous-entend, là j'explique pour les trois, pour après repasser, Greybox, c'est qu'on est entre les deux. On vous donne, on vous connaît. Peu de gens vous connaissent et savent que vous allez faire quelque chose. Souvent, c'est pour du professionnel, ou c'est de la demande X ou Y dans le sens où vous-même, vous avez votre propre laboratoire, on va dire, de votre côté, que vous essayez des choses pour voir si est-ce que ça pourrait fonctionner ou comment je pourrais aider pour être sûr que ça pourrait aider mon client. Donc, vous allez construire des choses pour dire, tiens, je vais voir si je peux passer outre, si j'oublie ci, si j'oublie ça. Mais là, vous êtes en grey box puisque vous êtes déjà rentré dans le système. On est d'accord? Puis en white box, là, le white au complet, c'est que la compagnie est au courant, elle vous a donné des accès à complet. Si en même temps, et je vous rappelle que le premier black box qui est problématique avec le white box, c'est votre provider de votre connexion Internet. Si votre IP qui est sorti, ils ont déjà quand même un périmètre où ils bloquent les IP tant que c'est pas leur IP compliance ou éventuellement même en VPN ou au pire avec un firewall pour X ou Y raison. On est bien d'accord que là, si votre IP elle n'est pas blanchie, fini, terminé, vous n'avez pas accès, il va falloir faire autre chose. Donc, vous comprenez que quand on est en white box, tout ça est fait. C'est-à-dire, donne-moi ton IP, je vais la mettre dans mon firewall principal de base, de connexion, s'il y en a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs quand c'était du CTI classique, parce que là, il n'y avait rien de fait, puisque aujourd'hui, c'est le cloud public qui peut nous proposer à ce niveau-là. D'ailleurs, ça change un peu les layers parce que le cloud public, on n'a pas spécialement besoin de firewall puisqu'on raisonne plus en CAPEX, on raisonne en OPEX et on raisonne en applicatif. Et donc, encore une fois, on ne raisonne plus en matériel. Donc, c'est là où ça change le mindset et c'est là où les gens sont perdus, et je le comprends, parce qu'encore une fois, la manière dont les gens veulent faire le buzz, la manière dont ça fait la publicité, puis je ne vais pas leur tirer le truc, je comprends, ils veulent aussi montrer qu'ils sont capables et ainsi de suite et ainsi de suite. Dès que vous voyez
une vulnérabilité ou quelque chose qui dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé un bug à tel endroit, tatati, tatata », on peut croire qu'automatiquement, ils y ont été de début en black. C'est-à-dire genre oh, putain, le mec, il a scanné, il a je sais pas quoi, il a trouvé quelque chose, il est rentré quelque part, il a trouvé le truc, il a bidouillé un machin, puis bam, il est arrivé administrateur. Là, je vous le dis tout net, là, ça va peut-être casser les rêves à certains, mais en cloud public actuel, je dis pas que c'est pas possible et on va s'en expliquer sur quelques-uns parce que ça nécessiterait peut-être 2 heures de présentation pour pas mal de choses en termes de black, là, mais honnêtement, à date, là, c'est très, très compliqué. C'est une règle de 80-20 où là, c'est 20 et voire, je dirais même 90-10, c'est 20 ou 10 que vous y allez arriver. Mais là, c'est pas à cause du cloud public en tant que tel, c'est souvent à cause parce qu'il y a une misconfiguration ou qu'il y a un problème, évidemment, quelque part, que les gens n'ont pas fait attention à quelque chose, mais dans la construction. Mais de dire que c'est le cloud public qui aura fait une erreur, c'est pas possible. Maintenant, le fait est de dire qu'on passe en grey ou en white, ça, on le verra ensuite. Mais la black box, à aujourd'hui, en cloud public, c'est de la foutaise. Puis je vais rajouter en plus, parce que ça va peut-être péter d'autres rêves aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont passés avant nous. Ce qui a été à trouver a déjà été trouvé. Fait tout ce qui était facile, justement, comme tu dis, l'affaire pouf, puis ça a déjà été trouvé, soit en interne, soit en externe dans certains cas, mais ça a déjà été trouvé. Puis on n'est plus on n'est plus au début de. Si on était au début de, peut-être, ça serait encore plausible, mais là, ça a tellement été testé par tellement de gens, souvent probablement beaucoup plus brillants que nous d'ailleurs. Oui, on oublie, là. Ça, c'est certain. Et tu as raison, Nicolas. C'est que, effectivement, n'oubliez pas qu'Azure, Amazon, c'est sa 4e version. Si on parle de version d'Amazon, le fameux réinvente, vous regardez les bulles des compagnies. Azure, on en est à la 2e, puisque c'est la RM version qui est faite. Et quand je dis la 2e, après, oui, il y a des data centers qui augmentent, mais c'est tous les services qui sont augmentés. Et comme vient de vous dire, évidemment, Nicolas, c'est que, par exemple, les S3, le côté du default S3 ouvert, ça y est, si le gars dit « Ah, j'ai vu ça il y a 4 ans, c'est génial, on peut prendre un bucket S3 machin », terminé. Vous pouvez plus le faire comme les moindres. Alors, à moins que ça soit fait exprès, à moins que ça soit une misconfiguration, là, c'est différent. Mais encore une fois, on n'est pas en black box. Ça voudrait dire qu'en même temps, le gars n'a pas fait quelque chose ou de l'autre côté, il a volontairement, évidemment, géré. Et je vais vous expliquer quelque chose en black box, puis vous allez le résoudre avec moi. Je vous réinvite. C'est pas pour me faire de la pub au travers de ça, c'est plutôt pour faire de la pub à Secure et évidemment à Polysecure derrière. Mais vous allez regarder Splinternet, encore une fois. Je reviens sur ma Splinternet, mais je crois que c'est ça qui est cool avec cette purée de présentation, c'est que je pense qu'elle met tout le monde d'équerre dans le côté des providing et de qui est réellement Internet. Est-ce qu'on doit, c'est que par quoi je passe dès le départ pour être en black box et pour commencer à attaquer quelqu'un? Il n'y a pas 36 000 trucs. Vous devez passer par votre provider, donc vous avez tous une connexion Internet. À moins que vous me disiez, je suis Elon Musk, je t'enquiquine, Francky, j'ai déjà mon satellite perso et je passe par les trucs. Mais même votre satellite perso, faut qu'il redescende, faut qu'il passe par d'autres providers qu'on lui donne, c'est comme des routes. Vous devez payer du roaming, vous avez des anonymous serveurs et donc vous êtes connu quelque part. Vous passez bien quelque part. Et là, on parle pas d'aujourd'hui d'anonymizing ou de privé, on parle de dire qu'il faut bien se relancer quelque part. Bon. Si vous relancez quelque part, c'est sur votre machine physique, par votre provider, puis là, vous allez attaquer une victime. Si vous attaquez une victime, vous devez passer par quoi? En toute logique, la plupart du temps, pour Internet, il n'y en a pas 36, surtout qu'on parle d'un site web, c'est un DNS. Ah bah oui, c'est vrai, il y a le DNS. Ah bah oui. Regardez Splinternet de ce que je vous dis, vous allez voir ce que c'est que le DNS. C'est ça, puis j'ai pas même fait tout ce que j'aurais voulu en termes de présentation autour d'un DNS. J'en aurais tellement à raconter sur le DNS. C'est ce pauvre protocole qui lui manque tellement d'amour à ce protocole. Mais bon, on en est à la prochaine version. Mais bref, c'est celui qu'il aurait fallu le plus protéger. C'est celui qui, malheureusement, a le plus vieilli en se foutant de sa gueule. Donc, le DNS, aujourd'hui, vous allez dire, OK, c'est un tel que je veux.com pointé. Puis là, il faut que je sache si ca.qc.ca, .com, .net, peu importe. Vous savez, plus de 1500 TLD derrière, donc vous pouvez y aller. Et encore, je dis 1500, on est passé à plus de 2000, je crois. Bref, le résultat des courses, c'est de dire, OK, je pointe un DNS. Puis là, pour pointer un DNS, il faut déjà savoir, OK, est-ce que c'est juste un hébergement dans un coin?
Ça peut être le cas. Peut-être que la boîte que vous targetez n'est pas spécialement avec ce DNS-là managée tel qu'on l'entend ou gérée en tant que tel avec ce DNS dans un cloud public. Elle a peut-être ouvert ça dans un web agency, dans un cloud privé, et là, je dis cloud privé, provider privé, quelque part avec un WordPress, un CRM X ou Y ou un Joomla ou un Drupal. Enfin, j'espère qu'ils ont plus de Drupal ou d'autres choses que de gérer les choses. OK, puis c'est juste un site. Mais là, vous n'avez pas spécialement la fameuse AD que vous cherchez parce que vous périmétrez sur « Oui, mais moi, je veux chercher les gens de la société. » Donc, ça sous-entend que déjà, vous avez toute une démarche à savoir est-ce qu'ils sont derrière Azure et ils sont peut-être derrière GCP, ils sont peut-être Google Workspace. Puis s'ils sont Google Workspace, donc ils sont quand même derrière Google, hein, c'est quand même une des sociétés les plus sécures de la planète, quoi qu'on en dise. Ils peuvent pas être Amazon. Amazon n'a pas d'explication Office, donc il ne peut être que derrière Google Workspace, que derrière Office. Donc ça, vous trompez pas, parce que normalement à 90%, c'est l'un ou l'autre. À 10% près, il y a peut-être des gens très genre ça y est, je veux reprendre ma souveraineté, je vais le mettre derrière. Oui, ça existe, donc très bien. Mais là, ça veut dire qu'il aurait un CTI, et là, vous allez taper sur un vrai on-premise avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est plus notre demande ou notre explication de ce soir, c'est qu'on est totalement dans l'ancienne génération où là, vous refaites les mêmes choses que vous faites. Est-ce que son Wi-Fi est sécurisé? Est-ce que son réseau est sécurisé? Est-ce que je peux faire du Nmap? Est-ce que je peux faire du Snore? Est-ce que je fais du... Vous prenez Kali Linux et vous lancez tous les trucs en automatique qui marchent. Hein, vous allez voir, vous allez peut-être récupérer des choses. Donc ces gens-là, moi, ne m'intéressent plus puisque je suis sur le cloud aujourd'hui. Donc c'est sur le cloud encore une fois pour expliquer comment les gens disent qu'ils sont soi-disant en black box. Non, ils ne sont pas en black box. Donc il faut déjà savoir si déjà ils sont fédérés avec Microsoft ou est-ce qu'ils sont fédérés avec Google. Parce que le but du jeu, c'est que s'ils sont avec Microsoft, ils sont dans l'AD. Parce que je vous rappelle, même à titre perso, que quand vous ouvrez un tenant, et je parle pour Microsoft, vous avez obligatoirement un AD. Je peux vous assurer aujourd'hui, messieurs, dames, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur office.com à titre personnel, et même que vous avez un compte Microsoft Outlook ou un compte Live, bah moi, je vous invite avec votre compte, quand vous êtes connecté, vous tapez portal.azure.com, vous y avez accès. C'est impressionnant. Vous y avez accès. Vous avez aucune subscription, mais vous y avez accès. Et si vous cliquez sur la petite pyramide où ça sera marqué Azure Active Directory, vous verrez vos gens de vos familles, parce que vous pouviez le voir aussi du côté office.com avec le portal, mais vous verrez directement. Donc, ça prouve bien que même si vous n'êtes pas un tenant fédéré, c'est-à-dire un tenant qui est lié en termes de business avec Microsoft, même à titre perso, Microsoft gère directement. Donc, encore une fois, vous n'êtes plus dans aucun périmètre de ce qu'on vient de dire. Vous êtes à l'intérieur du système. OK? Donc, si vous voulez aller maintenant à l'intérieur du système de la personne que vous targetez, on continue en cloud public. Puis là, on est toujours dans la black box. Il faut que je sache qu'elle soit fédérée. Comment je peux le savoir? Alors là, il y a des petites astuces, effectivement, de black box pure qui dit, bah, moi, je vais aller dans loginmicrosoftonline.com puisque quand vous faites login Microsoft.com ou login live, c'est le compte privé de Microsoft. Lui, il a évidemment un autre URL pour faire les autres callbacks pour la partie pro et c'est login.microsoftonline.com. Et là, avec le login.microsoftonline.com, il se passe plein de choses. Là, vous pouvez taper sur les well-known. Donc, ceux qui connaissent un peu les well-known, on peut récupérer quels sont les STS de Microsoft, qu'est-ce qu'il a géré, comment ça peut se passer. Alors après, vous pourriez aussi aller sur Security Trail, par exemple, puis aller voir, ou taper onmicrosoft.com parce qu'il faut connaître toutes les DNS de Microsoft qu'ils ont. Là, je vous invite, je pourrais donner la liste d'ailleurs ou un GitHub où c'est référencé au complet, donc de toute la liste, Azure Set Website, Vault, Secure Shell, blob.azure.com et compagnie. Ils en ont une palanquée, il y en a plus de 400, hein, dev.azure.com, portal.azure.com, security.microsoft.com, vous avez les MyApps, vous avez, donc il y a plein de DNS qui sont à gérer. Puis évidemment, ben, quand vous êtes abonné à des grosses structures comme Security Trail, ils savent tous les DNS qu'ils ont derrière, ou des boîtes comme Domain Tools ou quoi que ce soit, ben, si vous avez l'abonnement adéquat, vous tapez onmicrosoft.com, puis là, vous allez avoir, parce que c'est comme ça que la fédération fonctionne, tous les sous-DNS, je vous en dis que tout de suite, il y en a pour 3 millions, bonne chance,
tous les sous DNS, évidemment, de ce qu'il y a en xxx. Alors, c'est pas xxx, zzz ou xyz.onmicrosoft.com. Et là, si vous retrouvez votre target, ben là, éventuellement, ça, c'est une des astuces. J'ai trouvé ma compagnie target.onmicrosoft.com. Oh, elle est chez onmicrosoft.com. C'est bon, elle est chez eux. Donc, je peux concevoir qu'elle a un M365 et ou un Azure à côté. Ça, on est encore, vous imaginez, on n'a pas encore tapé la moindre truc ou dire, tiens, je vais essayer de gérer les choses comme je le veux en black box. C'est pas possible. Parce que là, encore une fois, maintenant, faut rentrer dedans. Faut essayer de savoir, est-ce qu'il y a des noms? Mais là, pareil, on est dans de la notion de gestion par une énorme entreprise mondiale qui elle-même a sa gestion de fédération. Donc, automatiquement, pour y aller, vous avez une petite astuce qui est login.microsoftonline.com/get-user-realm. Quand il le fait, lui, il le fait. Hein, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez récupérer tout le login là, mais get-user-realm.crf, point d'exclamation pour son query string. Puis là, il met login égal. Ben là, ce que vous faites, c'est très malin avec le truc. Ça, c'est une petite astuce de métadata, en fait. On est dans des métadatas d'instance. On est dans du métadata pur. C'est assez verbeux, donc c'est cool. Avec le fameux tag que vous avez trouvé, ou en tout cas, parce que vous estimez que la compagnie s'appelle duschmoll.onmicrosoft.com, ben là, vous voulez savoir si le nom que vous allez avoir fonctionne. Donc là, il faudra faire un peu de LinkedIn, il faudra faire un peu de réseaux sociaux, il faudra voir les noms, du hunter.io, du je ne sais quoi, pour dire, ah oui, lui, il bosse dedans, lui, il bosse dedans, lui, il bosse dedans, lui, il bosse dedans. Vous aurez maintenant monsieur, fais attention, je suis au Québec, on va dire monsieur Michel Dupont. Je sors pas Martin Tremblay puis que ça sort quelqu'un. Monsieur Michel Dupont. Donc là, vous allez taper login égal Michel Dupont ou Michel.Dupont. En plus, il y a le point, il y a le dot, comment ils l'ont fait, la politique. Donc ça, faut regarder la politique de l'entreprise, de comment ils vous renvoient le mail. Il y a tout un boulot en amont à faire. Michel.Dupont @ le nom ma compagnie target.onmicrosoft.com et le et commercial XML égale 1. En faisant ça, automatiquement, ça va vous renvoyer un XML où il dit le Realm Success est true, je l'ai trouvé, mais le namespace que vous me demandez, donc le on Microsoft là, non, ça marche pas, je l'ai pas trouvé. Ah, vous dites merde. Donc le namespace, au lieu d'aller sur Security Trail, j'ai pas encore trouvé le namespace. OK. Mais à un moment donné, vous trouvez le namespace. Vous avez vraiment le nom. Puis là, vous allez chercher le nom du namespace. Puis là, si ça marche, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire le nom que vous avez. Il va vous renvoyer un XML avec un verbeux. C'est complètement. Puis là, c'est un get. Hein, donc là, ça marche avec un browser. Puis il va vous renvoyer un XML avec le state, le user state, le namespace type. Donc là, vous allez avoir le mot manage, le nom du domaine. Donc là, en fait, vous allez avoir le vrai nom du sous-domaine.onmicrosoft.com. Donc, ça veut dire que ce domaine-là, en .com ou en .ca fonctionne. La fédération du nom de domaine. Et ça, c'est cool parce que vous avez le nom de la fédération. On peut faire d'autres attaques sur le nom de la fédération. Le cloud, évidemment, d'instance name. Et puis, évidemment, le cloud issuer, là, le issuer de la fédération qui est souvent Microsoft Online, qui va vous renvoyer. Si vous avez fait le fameux well-known, donc quand vous tapez well-known, mettez auto 2 well-known, vous allez avoir tous les liens sur Google pour trouver tout ce que vous voulez pour avoir la configuration well-known. C'est la norme qui demande ça. Donc là, il n'y a rien de caché. J'ai pas été un super spécialiste de la sécurité. En tout cas, ceux qui se savent le savent. Les well-known, quand on est fédéré, il y a du well-known qui est fait, qui vous donne les clés JKW, enfin les JWI, les JWT, la partie du STS, qu'est-ce qui va vous issuer, comment il le chiffre et compagnie. C'est tout ça par ça que ça a été passé pour, un truc qui nous a permis de nous vacciner à un moment donné, mais qui a été pas vraiment top au mois de septembre. Bon, vous cherchez pas plus loin, c'est le well-known complété et on pouvait évidemment, malheureusement, forger évidemment un truc. Bref. Je n'irai pas plus loin. Je veux faire un disclosure. J'ai pas donné de nom, mais c'est un petit peu comme ça que ça a fonctionné. Là, c'était du black box. Donc, vous comprenez que le black box commence à devenir plutôt lent, plutôt difficile, plutôt compliqué. Il faut faire de la recon. Là, donc, il y a des cours, il y a des scripts qui existent qui vous permettent alors après de lancer. On est en brute force, on est en fusing.
on va lancer un nom un certain nombre de noms de personnes pour évidemment lancer ces logins, parce que ça, en plus, ils sont pas limités en termes de throttling, donc vous n'avez pas de seuil. Donc vous pouvez faire 2000 calls, il va vous répondre, puisque lui, c'est son login, son Microsoft Online Login, il ne peut pas le bloquer. C'est le truc qui est le plus appelé de la planète, avec je ne sais plus combien je crois que c'est, j'ai un doute si c'est 400 millions ou 4 milliards, mais je crois que c'est 400 millions d'appels à la journée. Enfin, vous imaginez, c'est la planète entière qui appelle le login Microsoft. Parce qu'en plus, si vous avez toutes les autres astuces pour contrer les conditional access, les access tokens, les refresh, les machins, et j'en passe, c'est des meilleurs, lui aussi, il fait réappel à chaque fois à ses callbacks, parce qu'il faut aller passer par le login. Cette pauvre URL, elle doit brûler tous les jours, la pauvre, là, parce que c'est l'URL majeure qui, évidemment, est passée là. Mais comme vous comprenez bien, là, ce que vous faites, c'est que vous tapez pas chez votre client, encore une fois. Quand on me dit, mais j'ai passé le client, je suis encore chez Microsoft. Je suis pas chez le client, je suis sur login Microsoft Online. C'est bien marqué Microsoft Online. Là, il vous donne des informations, mais vous n'êtes pas encore dans la AD de la petite personne. Parce que si même demain, admettons, c'est comme la chauve-souris de Bigard qui dit, la chauve-souris rentre dans l'ascenseur, elle sait pas où j'habite. Merde, elle sait où j'habite et elle appuie sur le numéro 4. Même, imaginons. Donc là, on imagine qu'on trouve quelqu'un qui trouve le nom en disant « Ah, ça y est, lui, il existe. » OK. Donc là, maintenant, vous avez un nom, Michel Dupont, arrobas, le nom de domaine dans Microsoft.com ou arrobas, le nom de domaine, puisque maintenant, vous savez qu'il est managé et fédéré. Il peut y en avoir d'autres de managés, d'ailleurs. Je vous rappelle que la DNS Zone ou le management de domaine à l'intérieur de M365 ou d'Azure est multiple. On peut monter jusqu'à ces 4096 domaines, je crois, ou 1020. Non, c'est 1024 domaines managés et les autres sont des DNS Zones. Il faut ouvrir le service DNS Zone pour le faire. Donc là, vous pourriez en avoir plein. Mais là, évidemment, vous avez le programme principal, puis vous trouvez Michel Dupont. Donc, vous avez Michel Dupont, arrobas, le nom du domaine qui est fait. Puis là, vous savez qu'il est managé avec Microsoft. Vous avez vu qu'il était là. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes dans une AD qui est multiple. Avec quoi maintenant? Si l'entreprise a mis en place les conditional access, avec obligatoirement dans les conditional access, le MFA obligatoire dans les conditional access, arrêtez là. Tout de suite. Vous perdez votre temps. C'est bien pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure avec Nicolas. C'est mort. C'est 90% en black box. Ça n'existe jamais. Vous passerez pas. Vous passerez pas parce que c'est partie prenante du système où il l'a mis dans les conditional access qu'il faut du MFA. Donc, il faut le two-factor. Avec le two-factor, alors après qu'on me dise que le two-factor est craquable, oui. Voilà, avec le conditional en plus et compagnie, là, vous allez pouvoir vous accrocher. Et après, c'est qu'une question de temps. Si vous voulez passer 1 an pour craquer un mec, je suis d'accord, mais là, ça va commencer à devenir compliqué. Donc, il pourrait, je sais pas comment, mais il pourrait. Enfin, j'ai quelques idées, mais c'est tellement compliqué que même moi j'ai pas envie. Je préfère voir autre chose. Donc là, conditional access. Ensuite, vous avez que si c'est une grosse entreprise, si elle a fait correctement ses travaux et ses devoirs, elle s'est mise en ce qu'on appelle dans notre jargon, dans Azure ou dans l'AD, Azure P2. Si elle est Azure P2, elle n'est pas P1, parce que par défaut, ils sont tous P1 quand on est en entreprise, quand vous êtes fédéré. Si vous êtes Azure P2, automatiquement, vous avez ce qu'on appelle le privilège Identity Management. Donc, ce qui est le PIM, dans le sens. Donc là, ça veut dire que tous ceux que vous allez même un jour pouvoir peut-être récupérer, là, automatiquement, le PIM, lui, prend en charge que normalement, tous les comptes à privilèges, tous les comptes administratifs, c'est déjà que ciblé sur certaines personnes et qu'ils sont obligés comme le just-in-time privilège. C'est le fameux JIT at least privilège. C'est que le gars, il est global administrateur que pendant 4 heures ou que pendant 8 heures, selon la politique de l'entreprise, ou il est contributeur ou owner de la subscription que pendant un certain temps, ou il est administrateur des back-end SaaS de Microsoft, c'est-à-dire Exchange, SharePoint, Teams et compagnie, que pendant aussi un certain temps. Donc là aussi, ça, le moyen de trouver qu'elle est P2, il y a des petites astuces dans les metadata. Quand vous voyez le mot P2, ça, je peux pas vous le montrer dans le podcast, mais j'essaierai de vous montrer, je vais envoyer des liens à Nicolas pour que vous puissiez lire quelques petites astuces là-dessus. Mais si vous voyez qu'elle est P2 et vous voyez qu'il y a les MFA, c'est-à-dire qu'on vous demande au moment de vous connecter, admettons que vous ayez trouvé le mot de passe, parce que je vous rappelle aussi qu'il faut quand même trouver le mot de passe avant. Donc, il faut fuser, il faut faire du password spray. Et en faisant du password spray, parce que si vous ne faites pas du password spray, ça va se voir.
Vous pouvez pas faire du DDoS à partir de ce moment-là, parce que là, j'étais dans le login online, mais au moment où vous commencez à rentrer des usernames et des passwords faux, ça rentre une erreur log de 500, la 578 ou la 553, c'est celle-là qui est la plus importante, la 50053. La 50053, c'est mort. Là, elle est flaguée à mort. Si vous avez un sentinelle derrière, un je ne sais quoi, un truc de log ou quelqu'un qui regarde, il va savoir que là, vous faites du username password spray. En toute logique, on va targeter votre IP, on va targeter les trucs. Et en plus, ils ont le malicious IP qui sont derrière. Parce que Microsoft le dit, le 553, c'est parce que ça vient d'un IP connu malicieux. En plus, parce que vous avez toute la partie M365 qu'ils ont peut-être pu prendre. C'est-à-dire, ils ont peut-être setupé MCAS Security, ils ont peut-être setupé Defender, ils ont peut-être setupé un certain nombre d'autres choses que vous n'êtes pas en train de connaître. Donc, vous comprenez que là, au bout d'un moment que là, j'avance, le black box tel qu'on nous le présente à aujourd'hui dans les médias ou dire que c'est du black box, moi, je le dis, puis je l'assume, puis je suis prêt même à en débattre avec n'importe qui aurait les coronesses de vouloir le faire. Ça ne peut pas exister dans un cadre public. Donc, je l'assume en tant que mon nom. Maintenant, si quelqu'un me prouve l'inverse, je peux comprendre qu'il y a des méta-instances, des métadatas. Je peux comprendre qu'il y a d'autres vecteurs d'attaque, le phishing. Oui, le mec se fait piquer son mot de passe, mais encore une fois, il y aura un two-factor. Encore une fois, il y aura tout ce que je viens de vous dire. OK, alors, c'est le phishing sur les forward rules. Ah oui, mais là, vous n'avez pas attaqué l'AD. Vous n'avez pas attaqué le système. Vous avez attaqué la personne avec son système d'Exchange pour aller bidouiller, voir que si Exchange a mal été configuré, on peut faire un forward rules et que là, vous allez mettre un autre mail pour que la personne se fasse faire. Là, je suis d'accord. C'est du phishing, c'est du truc. Là, vous êtes en black box, mais on n'est pas dans l'AD et on n'est pas dans l'infrastructure et vous n'êtes pas dans le serveur non plus, ou en tout cas dans le serveur. Dans le cloud public pur, si vous êtes en AD pur et que la personne n'a même pas, la compagnie n'a même pas un AD on-premise. Puis d'ailleurs, un AD on-premise, je vous rappelle que ça passe par un AD Connect. Un AD Connect, ça passe par un PTA ou un PHS. C'est chiffré 1000 fois, itéré 1000 fois avec tout ce que ça comporte. Faut savoir où se trouve la machine. Est-ce que c'est une machine physique? Il y en a qui sont complètement fous ou idiots, qui mettent ça tout en étant dans le cloud et en ayant des machines virtuelles. Bon, là, j'ai pas encore compris vraiment l'astuce de se mettre une AD dans une machine virtuelle dans un cloud. En fait, pour rentrer chez vous, faut passer par la fenêtre des toilettes, vous ressortez par la cuisine et vous rentrez par la porte. C'est à peu près dans le même style si vous prenez la bêtise que je viens de vous dire. Mais là, bon, bref, ça, c'est un choix. Non, que on est en prémisse et qu'on ait du legacy, je peux le comprendre. Et que là, ça doit remonter parce qu'on veut garder ça chez soi dans sa petite cave. Et qu'on me dise, non, je suis cloud, mais je l'ai mis dans une VM, mais je veux me faire chier avec une VM, un DC, je veux même monter plusieurs VM, il faut que je la mette à jour, c'est moi le responsable, mais je mets un AD Connect derrière pour que vous puissiez me le mettre dans le cloud où j'y suis déjà. Mais c'est pas grave. Bon, bref, ça, vous comprenez aussi la bêtise absolue que je suis en train de raconter, mais vous comprenez bien aussi que là, vous pourriez même pas encore monter, évidemment, dans le on-premise encore pire, parce que c'est un peu plus compliqué encore, puisque là, c'est tout un système de robots qui se parle, donc faut vraiment être fait. Après, vous pourriez éventuellement rentrer dans cette fameuse VM, si quelqu'un met une VM AD. Et évidemment, c'est là où je veux en venir, c'est qu'après, vous pouvez taper comme tout le monde. Et le vrai black box qui existe dans la notion du cloud, c'est lorsqu'il y a une mauvaise configuration de certains services. Oui, une VM mal ouverte. Oui, une VM avec des ports ouverts comme le 3389, puis son mot de passe c'est God 1, 2, 3, 4, 5. Youpi, je suis rentré dans la VM. Oui, les gars, je suis d'accord. Ouais, mais c'est une VM et c'est pas l'environnement, à moins qu'elle soit accès à tout le réseau et qui sont vraiment très, très mal couillonnés. Je vois pas comment. Mais c'est ça, c'est la portée est différente parce que si tu attaques une instance d'un client dans l'info nuagique versus attaquer l'info nuagique, c'est deux choses. C'est sûr que si un client est pas très habile, il se met une base de données publique sur Internet, ce qui s'est vu très largement. MongoDB, entre autres, et Elasticsearch ont goûté. Ils ont tous des clients qui ont décidé pour des raisons obscures. J'ouvre ma base de données, pas de mot de passe sur Internet, puis je me demande ce qui se passe après. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est pas du black box info nuagique. Ça, c'est du black box client qui sait pas comment, puis c'est pas mieux ou pas pire que qu'est-ce que le client ou l'utilisateur final. La petite layer, ce qui est différente, c'est qu'entre ce qu'on vous a expliqué avec Nicolas dans les différents podcasts avec
mes gros nakmars des 6 gros points qu'on vous a expliqué par Wiz, par Orca et compagnie, c'est que ces gens-là se sont fabriqués leur propre environnement Azure, ont développé leur environnement Azure et ils attaquent Azure. Ils attaquent pas le client d'à côté. Ils attaquent Azure parce qu'ils sont déjà dedans. Donc, ils sont en grey box pour moi et non pas en black box. En étant en grey box, parce qu'évidemment, ils sont connus d'Azure, ils sont connus de Microsoft, ils rentrent avec un compte. Microsoft demande quand même, on n'ouvre pas non plus un compte Microsoft au complet à péter vos limites et vos quotas sans rien. Parce que pour péter vos limites et vos quotas, je vous rappelle qu'il faut quand même une carte de crédit. Donc, par défaut, vous êtes pris de court. Wiz, il a bien dû dire à un moment donné, je suis un CSP, donc un Service Cloud Provider, ou je suis en Enterprise Agreement, encore pire, comme dans toutes les grosses boîtes. Donc, si vous n'êtes pas un pay-as-you-go, mais un pay-as-you-go, vous avez une carte de crédit, vous avez une carte de crédit, vous avez une adresse, vous avez la carte de crédit. Allez où votre black box? Allez nulle part, votre black box. Allez dans votre rêve. C'est un rêve tout debout à aujourd'hui d'avoir une black box contre le cloud en tant que tel. Par contre, une black box entre quelques assets ou workloads sur des clients, et puis là, c'est pas dédié à Microsoft, AWS, GCP et compagnie, parce que le gars, il ouvre un storage à compte. Il met comme une nana ou un mec là que j'ai vu sur Twitter qui avait mis le truc de Capital One, mais il l'avait pompé sur un pain de chair, mais le chair était libre. Voilà, c'est le coup de bol. Vous l'avez les chairs, oui, vous tapez les IP directement, vous tapez les chairs et compagnie. Je ne dis pas non plus qu'à aujourd'hui, c'est la grosse foire à l'empoigne. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est vraiment on va dire aujourd'hui, je crois que les publics IP d'Azure comme les publics IP d'AWS sont vraiment on va dire le jeu des bots et le jeu des grosses des grands groupes de hackers et compagnie, parce que moi à date, j'ouvre une VM. J'en fais exprès souvent. Je la mets pas avec une VNet, ou en tout cas je laisse ouvert le port pour faire un honeypot ou pour faire mon avis. Dans les moins de 4 heures, ça y est, le fusing est parti. Le brute force RDP est parti. Une IP dans la 20, 112, 38, 42 qui sait que c'est dans l'IP du Canada central avec tel truc, une VM import 33, 89, c'est même pas un mec qui le fait derrière, c'est souvent la plupart du temps des bots qui tournent tout seuls. Puis là ils disent celle-là je la connaissais pas, elle vient de se réouvrir. Le mec il a peut-être mis je sais pas moi Password 1 2 3 4 ou God 1 2 3 6 ou je sais pas quoi. Puis là il va attaquer la VM pour le faire. Mais encore une fois, c'est à la pièce. Le fait est que quand on vous a indiqué que Wiz avait découvert évidemment tout ce qu'ils ont découvert dans ChaosDB, tout ce qu'ils ont découvert dans Postgres, le AzureScape qui est aussi quelque chose qui est vraiment important dans l'interne du cloud, et c'est parce qu'ils étaient en grey voire en white box, c'est-à-dire dans leur environnement, et ils ont décidé de se dire comme on est en PaaS ou en SaaS, là c'est Microsoft qui est en cause, donc moi je vais essayer de voir si moi je ne peux pas bidouiller moi-même à l'intérieur de mon propre système quelque chose qui fait que je vais passer en mouvement latéral à côté. Est-ce que le PaaS de Microsoft va réagir tel que je le pense? Est-ce que telle affaire? Et c'est tout à leur honneur. Mais de dire que c'est du black box, c'est pas du black box. Ils sont passés par un système où déjà Microsoft les connaissait parce qu'ils les voient venir. Eux aussi, ils ont un monitoring. Je vous rappelle que ce qu'on prend pour le monitoring du Sentinel, eux aussi, ils l'ont dans le MSRC. Donc, ils le voient venir. Je pense qu'ils ont dû faire aussi un disclosure avant parce que pour trouver ce genre de choses, ils ont dû en taper des trucs et compagnie. Donc, vous comprenez qu'en même temps, quand vous faites ce genre de points avec votre propre compte, vous avez plutôt intérêt. En tout cas, je sais pas comment c'est un rangé, mais je crois qu'il y a sûrement des intérêts communs parce que par défaut, et c'est ce que je vous ai dit, les délits d'initiés tels que normalement ils ont dû apprendre ou comprendre un certain nombre de points pour y rentrer sur certaines, on va dire connaissances. Obligatoirement, je dis pas qu'il y a concomitance, mais il y a au moins quelque chose qui se passe entre les deux compagnies parce que l'autre compagnie va lui dire dis donc, t'es en train de faire quoi? Parce que dès qu'ils voient que de toute façon il y a une machine qui mine ou que quelqu'un a fait du H4 à 80 $ de l'heure, ils sont pas idiots. Quand vous montez une bécane en E20 ou les bécanes NG5 qui font du 48 cœurs, 500 gigas de RAM. C'est pas pour faire du Office, on est bien d'accord. C'est sûrement pour faire du compute. Et si c'est pas pour faire du Blender ou du cinéma, c'est que vous allez commencer à taper quelque chose genre je vais miner je sais pas quoi, ou je vais casser quelque chose, ou je vais essayer de trouver un point. Donc c'est là où je voulais en venir sur tout mon truc de black, gray et white box, c'est que quand une compagnie vous demande évidemment de structurer son affaire, c'est souvent de se protéger aussi d'elle-même de l'intérieur la plupart du temps. C'est aussi de se protéger des
misconfiguration, parce qu'en fait, c'est plus de la misconfiguration ou de la non-compréhension du cloud en tant que tel, CAPEX, OPEX, et de la non-compréhension de ce qu'est un serverless, le payage d'une ressource flottante, par exemple, pas derrière juste un VNet. Si vous vous rappelez, vous pouvez réécouter le podcast de ChaosDB dans Polysécure, on en parle. Ceux qui étaient protégés, c'était qu'ils avaient de toute façon un ChaosDB, même avec le Jupyter Python pourri, ils l'avaient derrière un VNet, ça marchait pas. Tout de suite, ça marchait déjà pas. Donc, si vous aviez fait le Just Enough Administration, comme on le précise, le fait est de se dire, on met toujours une ressource derrière un VNet, sans, même si le VNet, il n'y a pas besoin d'Azure Firewall derrière. Arrêtez. Azure Firewall, pareil. Il fait le périmètre du VNet. Il fait le périmètre si vous avez du on-premise. Il fait du périmètre si vous avez des VM. Moi, j'ai entendu aussi encore des clients qui me disent, j'ai Azure Firewall. OK, t'as des VM chez toi ou enfin dans le CTI? Non, on est en PaaS et on SaaS. Ouais, mais alors pourquoi le Azure Firewall? Ah, mais parce que comme on a du VNet, on fait du private link et du service link après, mais comme on a du VNet, on sait quand même qu'est-ce qui se passe dedans. Ouais, prends-toi Cloudflare, ça va te coûter moins cher. Enfin, tu sais, c'est ça qui est évidemment important à comprendre, c'est que évidemment, ça n'empêchera pas que vous seriez granulaire, de dire vous allez trouver une VM, vous allez trouver un point. Alors, il est sûr et certain que quelqu'un qui me dit et le scénario, je vais vous le donner. Parce que je vais quand même en donner un. Quand je dis black box, c'est black box pour un client, encore une fois, pas black box pour le cloud, parce que là aussi, tel que le fait Wiz et compagnie, ou tel que le fait Orca, ou toutes ces compagnies qui sont brillants, à juste titre, ce qu'ils ont trouvé, même s'il y a un peu de délit d'initié et compagnie, comme a dit Nicolas tout à l'heure. Et puis dites-vous bien que si ces gars-là ont trouvé tout ça, vous imaginez que c'est se corrige très très vite et que ça va très très vite. Quand des gars me disent que dans le cloud ils veulent développer, et puis je fais une aparté, oui, et puis ça je le prévois, c'est pour dans un an. Casse-le, arrête. Déjà, dans 3 mois, tu vas être obligé de tout refaire. Donc, le but du jeu, c'est que n'arrêtez plus à dire des choses dans 2 ans. C'est foutu avec le cloud public. Vous devez choper. Et là, je peux vous dire que c'est ce que je vis et je le vis difficilement des fois parce que je me dis, tiens, je vais garder ça. Puis d'un seul coup, 3 mois plus tard, non, je vais pas le garder parce que de toute façon, je sais le faire autrement. Puis que maintenant, ils l'ont corrigé ou qu'ils l'ont fait autrement. Ça sert à rien. Vous devez le faire sur le moment. Ça doit fonctionner pendant peut-être ou ça soit du mauvais ou du bon pendant un temps. Puis souvent, ça tourne 3, 4 mois, 6 mois. Si vous avez beaucoup de chance, peut-être à l'année. Mais c'est fini. Les images même de VM pour Azure, c'est moins de 2 mois. Si maintenant vous voulez une image de Windows, de Windows 11, elle datera du mois de juin de cette année. Donc tous les CVE, tout ce que vous croyez éventuellement faire sur les serveurs, les VM et compagnie de l'année dernière ou même de début d'année, c'est à vous de trouver un ISO quelque part, de monter votre BHD et de monter votre machine. Vous ne le trouverez pas dans les images de Microsoft, c'est clair et net. Donc, et ça marche pareil pour AWS sur ses Fargate, sur ses AKS, sur ses machins et compagnie. Ils les corrigent à chaque fois en tout temps. Donc là où je veux dire que il y a éventuellement un scénario, c'est par exemple le AzureScape. Le AzureScape, c'était de faire des managed identity qui font tourner des automations ou managed identity parce que les mecs savent pas, parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est pas géré avec éventuellement des groupes ou quoi que ce soit, lui donne tout de suite éventuellement un accès contributeur, voire même pire, un accès owner. Là, évidemment, on peut commencer à jouer avec des access tokens ou avec des points en disant que si vous, en black box, mais encore une fois, pas contre le cloud, contre un client, un black box, un client. Alors, c'est si et seulement si, encore une fois, c'est comme la fameuse, je vous invite à aller voir, pour ceux qui sont peut-être pas européens ou français, mais il y a un truc où on avait, nous, il y est toujours d'ailleurs, il existe toujours, il est plus mort, mais des fois, je cite Coluche, mais là, c'est Bigard. Bigard, il a Jean-Marie Bigard, il a un sketch qui est sur la chauve-souris. En fait, il pense que la chauve-souris va aller lui manger et il fait tout le truc. Mais si la chauve-souris savait mon adresse, on sait qu'une chauve-souris peut pas savoir l'adresse, mais si elle savait appuyer sur le bouton, puis si elle savait évidemment aller. Donc, c'était pour montrer que c'était de l'absurde par l'absurde. Donc, je vais vous la faire de l'absurde par l'absurde en même temps. C'était de dire, éventuellement, vous rentrez directement dans admettons que vous arrivez à trouver qu'elle est fédérée. Admettons que vous arrivez à trouver que dans cette fédération, vous trouvez des publics IP de cette target-là. Parce que des fois, vous trouvez évidemment dans la fédération que l'AD. Vous trouvez pas spécialement ces assets dans Azure. Mais vous savez qu'il est dans Data Central ou vous avez peut-être un délit d'initié de quelque part, peu importe lequel. Vous trouvez une VM. Vous savez qu'il y a une VM là-dedans, elle est mal configurée, ou pas derrière un VNet, ou pas derrière un NSG, ou pas avec le just-in-time. Enfin, vous voyez, je vous donne toutes les études, ou pas derrière un bastion, et que là, son port 3389 est ouvert.
tapez dedans. Vous fusez. Puis en faisant du spray ou même il y a l'avantage avec du RDP, il y a pas mal de petits scripts qui existent qui permettent évidemment de tester sur des machines. Méfiez-vous parce que ces machines-là, des fois, peuvent s'éteindre en mode stock shutdown. Donc là aussi, ça peut le faire. Mais allez, on poursuit. On poursuit que la machine est capable d'être rentrée dedans. OK, mais là, ça sous-entendrait que là, on pourrait éventuellement, et là, j'ai pas dit sur un compte. OK, donc on rentre dedans. Donc, on a accès à la bécane. En ayant accès à la bécane, vous avez accès à ce qu'on appelle au compte d'Automotion, qui est le compte de Hama. C'est les comptes des agents qui tournent à l'intérieur. Mais là, encore une fois, il faudrait être certain que le shutdown ou qu'il y ait un compte Automotion à l'intérieur de tout le système autour d'Azure qui dirait que le manage identity de la machine elle-même, parce que la machine pourrait se connecter avec l'Azure AD, pourrait se connecter éventuellement avec un compte login password interne, desktop. Là aussi, il faut connaître les layers. Souvent, on ne donne pas les contextes. Je me suis logué avec mon propre compte, Monsieur Michel Dumont en basse machin, et puis j'ai fait tout mon truc qui s'est rentré dans la VM. C'est ça, il y a toute une astuce pour pouvoir le faire et que ça fonctionne. Ou est-ce que je suis rentré avec un compte qui est Michel Dupont, puis j'ai mis mon mot de passe, puis ça, c'est un compte local dans la VM où je me trouve. Si c'est le cas, il faut que je me trouve dedans. Puis là, si je me trouve dedans, des fois, je peux aussi avoir que cette VM a un compte managé pour le faire. Mais ce compte managé pour le faire, il n'est pas dans la VM. Elle peut s'en servir et ça, faut arriver à le trouver. Parce que normalement, ce compte managé, il est dans le portal Azure. Puis là, le portal Azure du client, d'y avoir accès, c'est tout ce qu'on vient de dire en amont. Donc, c'est compliqué. Il faudrait être en grey box ou en white box pour pouvoir le faire. Parce que là, ça voudrait dire que si j'étais en grey ou en white, oui. Donc là, je me connecte avec mon compte qui n'a pas vraiment beaucoup de droits. Effectivement, je suis dans le portal du client. Et vous voyez, j'ai éliminé déjà le black. Parce qu'avant, il aurait fallu que je sois dans ma VM, que je trifouille les agents, que je vois si l'agent discute et est-ce qu'il n'y a pas un access token quelque part qui discute, ce qui est assez rare parce que maintenant, ils l'ont corrigé. Parce qu'avant, c'était possible, mais maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, après, au niveau de la machine, vous faites tel que vous le faites en termes de pentest de machine. Est-ce qu'elle voit des réseaux? Est-ce que je peux faire un mouvement quelque part? Est-ce qu'elle est liée à un DC? Mais là, vous allez péter l'intérieur de la bécane, pas le wrapping, pas l'enveloppe autour de la machine. Vous comprenez encore une fois qu'on n'est pas en black box. Donc, je sors ça, donc black box, je peux pas monter plus haut. Vous voyez? Je peux monter évidemment du code EVM, mais je peux pas monter. Si j'étais en gray ou en white, puis que là, j'ai quand même accès au portal du client, puis que je sais ça, moi. Je sais que cette VM a un manage identity qui, sur ce manage identity, lance, avec le rôle contributeur ou owner, lance quelque chose, évidemment, au travers d'un Automotion ou quoi que ce soit. Donc là, moi, mon but, c'est de faire quoi? C'est le bug du AzureScape, mais il y a encore beaucoup de bugs qu'on peut le faire, c'est-à-dire, il faut que je trouve ce compte Automotion, je me lance en tant que compte Automotion, moi, avec mon compte à moi, sans droit ou peu de droit, je dis à ce manage identity de lancer la bécane ou d'essayer d'être dans le compte Automotion de la bécane, en fait, de la VM qui est faite. Puis là, si je suis assez malin dans le même Cloud Shell, c'est-à-dire qu'il faut que je bidouille évidemment mon code, c'est un peu du XSS, presque du code de serveur à distance, on n'y est pas tout à fait, mais c'est un peu ça, c'est que au moment où le code va se lancer à l'intérieur, il va se dire, moi, j'ai pas les droits, mais de toute façon, j'ai quand même les droits de lancer la machine qui, elle, la machine, va lancer son identité. Mais comme elle va lancer son identité pour se faire reconnaître, donc elle va se connecter avec son identité, son identité, elle est contributeur ou owner. Mais moi, je suis dans la même petite VM que Microsoft a lancée, sous-jacent, où il y a évidemment la mémoire, c'est du Bash, du PowerShell, peu importe, ou la mémoire du token de la bécane, elle doit bien être quelque part. C'est là où votre script, si vous êtes dedans, vous arrivez à choper le access token de cette manage identity. Puis là, en la récupérant, vous avez le EYJ, l'entête des 3 premiers caractères d'un JWT. Vous essayez de le récupérer. Et lui, le EJWT, il a une vie d'1 heure. Là, vous faites quoi? Connect AZ account dans votre PowerShell de votre propre machine ou dans le Cloud Shell de Azure. Vous dites AZ account ou connect Azure AD Preview, le fameux Azure AD qui est le module PowerShell V2 pour aller accéder à l'AD. Puis là, vous avez tiré credential, vous avez tiré access token. Tiré access token, espace entre string, cet access token que vous voulez récupérer,
bingo, vous vous la connectez comme la machine VM. Et là, vous venez d'avoir les droits de honneur de contributeur. Si vous avez les droits de contributeur, bah là, c'est le Saint Graal parce que là, vous pouvez accéder aux users et vous pouvez vous assigner des rôles. Et là, vous pouvez commencer à foutre vraiment gravement la merde à droite et à gauche. Si vous êtes contributeur, vous pouvez jouer sur toutes les ressources. Et vous comprenez que tout ce que je viens de vous dire, déjà, c'est quand même pas mal de bidouilles, mais il n'y a rien de black box. Je suis déjà dans l'environnement du client parce que j'ai déjà un compte. Et tout ça en plus, pas de bol. C'est que s'ils ont fait le signing log, s'ils ont fait l'Azure Audit, s'ils ont un Sentinel, s'ils ont un machin, je suis mort d'entrée de jeu, ils viennent de m'avoir, il faudrait que je me connecte avec un compte qui soit pas le mien, ou en tout cas que j'ai réussi à piquer un mot de passe de quelqu'un d'autre qui serait, mais avec son two-factor, encore une fois, je l'aurai dans les fesses, parce que tout le monde maintenant met le MFA. Donc ça sous-entendrait qu'obligatoirement, je suis connu dans le système. Donc c'est pour ça. Je pense que si tout le monde l'attendait, c'était peut-être aussi pour que je me défoule à vous dire tout ça et à vous expliquer. C'est pas possible. La notion de contexte, à part sur le fait que quand je dis que c'est possible de manière granulaire sur une chose et que ça peut être la plupart du temps une VM, parce qu'après, oui, vous avez, comme on l'a dit, les storage accounts mal configurés, une base de données mal configurée, un firewall qui passe au travers d'un WAF parce qu'il n'a pas la bonne version, quoique c'est faux, parce que maintenant avec Azure, vous pouvez pas mettre une application gateway ou un WAF sans avoir la dernière version, parce que c'est eux qui managent la politique des WAF. Alors une web app, oui, alors la web app, mais la web app, c'est pas le cloud. C'est la web app elle-même que vous allez faire. Donc, c'est les développeurs que vous êtes en train de démonter, pas le cloud. Et pas Azure ou pas Microsoft. C'est le mec qui a développé son truc qui, comme un con, a peut-être mis un token qui fait que monsieur qui s'est logué avec ce token, vous récupérez le token comme tous les sites web actuels et vous faites un mouvement latéral pour aller interroger un autre gars ou quoi que ce soit. Mais sinon, s'ils ont mis un VNet avec une Postgres ou un SQL Server avec un private link où il n'y a que la web app qui biscouille avec la private link, je peux vous assurer que vous pouvez vous la mettre le doigt profond jusqu'aux oreilles, vous y arriverez jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas possible. Sauf si vous n'avez pas les codes sources, parce que même ça, on peut en plus protéger avec le NSG à l'intérieur du PaaS, ou en tout cas de la plateforme qui, si c'est pas une VM, qui héberge le SQL Server, le MySQL ou le Postgres, où vous avez un NSG qui va vous whitelister en disant, moi, il n'y a que le private link que j'accepte. Et évidemment, au moins une IP, qui est l'IP du provider, du mec qui maintient la base de données. Donc oui, à part trouver ce mec et de le mettre le flingue sur la tête, effectivement, là, vous avez accès avec un PG-admin ou avec un truc. Mais encore une fois, c'est pas avec de la magie, c'est pas du black box, c'est pas du cloud, c'est pas Azure qui a été machin, non. C'est fini, la nouvelle. Ça, la partie périmétrique, la partie matérielle, la partie cloud, c'est fini. Vous avez toujours les mêmes points misconfiguration, toujours les mêmes points sur les web apps du développement au sens large, puis ça, c'est tout le monde. Le problème interne, ça, c'est incertain. Ça, je trouverais que c'est le purple box pour moi. J'inventerai une couleur. C'est le purple box parce que le purple box, c'est se protéger contre les gens internes. Parce qu'effectivement, on a vu qu'à aujourd'hui, le MIT l'a encore dit en 2022, 72% des sabotages viennent de l'intérieur. Pourquoi toutes les entreprises, je vais pas re-signer encore la fameuse bande verte et puis tous les gens ou la boîte qui nous prend nos impôts et compagnie d'ici, vous savez ce qui s'est passé. Et il y en a plein d'autres. Pour regarder HB Bunning, vous voyez tous les links, c'est sans commune mesure, mais ça vient souvent de l'intérieur. Donc, je préfère qu'on nous dise dans le contexte, les gars, et c'est ça que j'aurais apprécié, moi, à chaque fois que je vois une vulnérabilité cloud arriver, oui, on l'a fait en vulnérabilité, mais il n'y a pas de risque. Mais attention, c'est dans notre environnement. Microsoft, Amazon, Google étaient au courant parce qu'on a dû mettre notre prédicat pour la tester, donc on était en whiteboard scopal parce qu'on était chez nous. C'est encore même pire quand c'est chez soi, comme une compagnie de recherche comme peut être Wiz ou autre. On a tenté de tester des PaaS parce qu'ils nous disent qu'ils inventent des PaaS à plus en finir et des SaaS, puis on essaye de voir si on peut pas péter leur truc à l'arrière. Soit, mais ça, c'est pas tout le monde. Puis ça, pour en arriver jusqu'à là, c'est pas le clampin qui va évidemment partir de son propre petit provider au fin fond de Rimouski en se connectant avec Rogers et en essayant de trouver je ne sais quoi en metadata pour aller récupérer les infos, pour aller retrouver jusqu'à être admin d'un Postgres de je ne sais où et compagnie. Impossible. Là, je pense que vous l'avez compris avec tout ce que je viens de vous expliquer, mais c'est impossible. En plus, c'est impossible pour finir.
S'ils ont fait du Just Enough Administration, c'est encore pire, parce que comme je vous le dis, la moindre bêtise et les moindres points, il y a quand même un checklist maintenant partout qui font que, puis même Microsoft d'ailleurs, il vous motive à faire ce genre de choses. AWS c'est pareil d'ailleurs, mais Microsoft le motive très fort. C'est que même dans Azure Active Directory, vous avez même dans les properties les settings par défaut. C'est même un petit John box, hein, un petit bouton radio. Vous mettez à vrai, vous savez même rien ce que vous faites. Puis là, ça y est, il vous a mis MFA, machin, conditional access de base, les trucs sont rentrés dans les vrais conditional access, dans les vrais systèmes et compagnie. Donc, même ça, c'est un bouton à appuyer. C'est un toggle à appuyer sur quelque chose. Et même ça, n'importe quel gars qui est même pas dans la sécu va le faire. Donc, par défaut, quand le gars a un minima de savoir, ou un minima qu'il a fait son Azure 900, ou qu'il a fait son AWS Practitioner, ou qu'il a fait son GCP de base, ben ça, il va savoir qu'il faut qu'il mette Azure P1, Azure P2, qu'il mette un minimum de conditional access, tout facteur absolu, gestion des logins, et puis un name location pour dire tous ceux qui sont en dehors des pas beaux pays, je les prends pas en charge. Bah après, messieurs, dames, pour l'AD et compagnie, ça commence à être compliqué. Je vous dis, à part éventuellement le phishing, là encore, le tout FR revient en place, à part le fait du phishing pour faire de l'exchange ou pour éventuellement péter quelque chose sur le Teams ou avoir, mais même encore ici, c'est toujours pour une protection entre le grey et le white box, c'est-à-dire un partenaire qui pouvait rentrer et qui serait mal sorti. Un consultant qui serait mécontent parce qu'il est viré, qu'il est mal sorti, des révoques de tokens qui sont mal gérés, des systèmes évidemment qui seraient genre un partenaire avec un NPM, donc les number partenaires Microsoft, qui aurait mal nettoyé son système, un lighthouse, donc une délégation de ressources pour faire du MSSP qui serait mal configuré. Ça évidemment, ça existe parce que on n'est pas conscient de dire qu'avec tous les partenaires que quelqu'un peut travailler, évidemment, là, on est en mode grey et on est en mode white parce que ces gens-là sont aussi connus dans l'AD et peuvent évidemment interagir à droite et à gauche. C'est contre ces gens-là qu'on se protège et l'extérieur qui se balade. Mais l'external pur ou le grand méchant loup du chinois du coin ou du russe du coin ou quoi que ce soit, à part tout ce que je viens de vous dire et faire du mouvement, oui, il attaque une web app, mais il l'attaque pour la web app. Mais ça, c'est une web app, c'est comme tout web app. Puis je vais même vous dire, vous pourriez très bien avoir de l'AKS, voire même de l'ACI de base, ou une web app, et là, le service web app d'Azure en WordPress, automatiquement, dans les dernières quick templates et compagnie, ils vous mettent des VNet. Ou même le WordPress travaillant avec sa persistance sur son MySQL, ils le mettent derrière un autre VNet et c'est un private link qui discute. Donc oui, vous allez peut-être péter le WordPress si l'autre il est pas mis à jour avec un petit truc de poste, une image de cul, je sais pas quoi, mais vous ne rentrerez jamais dans la BD. Jamais dans la BD. Ça marchera pas. S'il a fait ça, ça marchera pas. Alors maintenant, une web app en plus de base, c'est HTTPS. Ils font attention à HTTPS 1.2. Là, ça y est, ils révoquent des trucs. Ils font ça pour vous. C'est fini le truc de ah ouais, ils ont tout monté le matos, ils ont tout monté le réseau, ils ont des mises configurations sur le réseau, des mises configurations sur les serveurs, des mises configurations des rues. Que dalle. On pilote du YAC, on pilote des pipelines maintenant, on pilote du code. À Marc, le mec, il a loupé une virgule, un mistypo, une mise configuration parce qu'il a pas mis quelque chose de borne dans son YAML ou il a pas été voir un autre truc. Ou oui, il est rentré le loup dans la bergerie. Ça, c'est parce que j'avais pris mes notes. Oui, il peut rentrer le loup dans la bergerie, c'est le Trojan. Alors là, le Trojan peut arriver du style, ouais, je déploie, puis en passant par un build, tiens, je donne des idées pour certains, ça y est, je vais me faire attaquer comme un petit machin, mais du fait que là, il prendrait des NPM, il prendrait des packages, il prendrait un Docker, il prendrait des trucs et que là, ça rentrerait le loup dans la bergerie parce que les mecs auraient pas fait de repo privé et que l'autre, il a décidé de pas partir from scratch, mais entre les from et les trucs qu'il reprend, il sait pas trop par où il passe et puis que là, évidemment, il y aurait quelque chose qui serait rentré à l'intérieur. Ça, c'est le piège magique, évidemment, de se dire, on est rentré par une autre porte qui est la porte du déploiement à l'intérieur même du système. Mais vous avez encore une fois pas pété le cloud, vous avez pété le système du client. Vous n'avez pas pété le data center d'Azure en tant que tel, ou le data center d'AWS, parce que AWS n'est pas exempt de ça. Donc, tout ce que vous faites appel de toute façon de l'extérieur pose un problème de Trojan, de man in the middle.
on est conscient, ça marche partout. Vous prenez Go, vous faites carrément des inputs ou des imports de GitHub. Excusez-moi, mais GitHub plus GitHub plus GitHub, moi je plante des trucs un peu chiffrés dans des commentaires. C'est exactement ce qui s'est passé avec CC Cleaner, avec Periform. C'est exactement ce qui s'est passé avec beaucoup de gens qui se sont fait avoir avec des pipelines qui malheureusement se sont engendrés, ou comme le fameux Airblood là, où les mecs ont pas redoublé le système. Je vais pas réinventer, ça a même c'est même arrivé au OpenSSL. Donc ça pourra arriver un jour. C'est pas ce que je vous dis. Donc il y a que ça qui effectivement d'ouvrir évidemment. Et de partir d'un Docker, vous l'ouvrez sur une ACI, vous avez vos ACI, et puis là, vous faites pas attention à ce que vous faites. Effectivement, là, vous pourriez. Mais encore une fois, vous êtes dans une notion de développement et pas dans une notion je suis rentré dans le portail du client, je suis rentré à me péter Azure ou je suis rentré à me péter la AD. Donc, encore une fois, je suis pas en black box là-dessus. Je suis juste passé par le biais, encore une fois, du développement et par un problème de le type a pas fait de dépôt privé, il a pas fait de SaaS, il a pas fait de DAST, il a pas fait de la sécurité ou du reviewing de code. Donc, je crois que ça fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire entre le black, le grey et le white, parce que ça me tenait à cœur. Comme vous pouvez le constater, on était parti avec Nicolas pour quelques trucs, mais là, ça fait 1h30 parce que c'est sûr et certain. Ça m'énerve et je terminerai avec ça. Et pourquoi ça m'énerve? Parce que ça met pas le bon message au bon endroit. Et c'est ça que je veux que vous puissiez, si j'ai quelque chose, que vous puissiez me prôner au travers de mon écoute et au travers de l'écoute de ce podcast, c'est d'essayer de dire, ayez au moins le réflexe de dire dans quel contexte que tu es en train de me dire. Parce que quand vous expliquez le contexte de tout ce que je viens de vous expliquer, là, le gars tout de suite, mais oui, tiens, j'ai eu au fait accès au mot de passe avec le truc de sa Keyvault, machin. Puis je suis passé par. Ouais, mais t'avais accès à quoi? T'étais quoi pour normalement lister la Keyvault? Tu t'es pimé ou si t'as pas un A2P2, c'était quoi ton rôle? Mais j'étais security admin. Oui. Mais... Excuse-moi, je suis rentré chez lui. Putain, j'y ai pris son truc dans son frigo, mais j'avais un pass. En fait, sa femme m'avait donné sa clé, mais il l'a pas su. Donc, évidemment, je suis rentré chez lui, j'ai pris une bière dans le frigo et je suis reparti. T'as vu? T'as rien vu? Je suis passé pour prendre une bière. C'est ça le problème. C'est que les gens vous disent pas la vérité à un moment donné en disant, oui, j'étais dans l'AD, j'étais security admin, ou je me suis, et on m'a mis cette droit-là dans la subscription, ou on m'a mis telle licence à tel endroit. Parce que vous savez qu'en plus, si vous n'avez pas les bonnes licences, vous n'avez pas les bons accès non plus pour le faire. Donc, encore une fois, il n'y a pas de magie nulle part. Donc, si vous pouvez, en écoutant tout ça, et j'espère que ça vous aura plu, de dire, effectivement, donne-moi le contexte et surtout donne-moi le client. Parce que la partie du cloud en tant que telle, je vous le répète, vous ne pourrez jamais lui faire mal, jamais la casser, vous ne pourrez jamais le péter à date. Et le jour où je pense que les data centers ou un des data centers, peu importe lequel cloud qu'on parle, sera vraiment pété ou qu'on aura été vraiment à l'intérieur d'un des racks, d'une des machines avec le truc, soit de toute façon, il sera déjà mort par les NSA parce qu'il ne faut pas que ça se sache. De toute façon, ou soit le mec, je vous le dis, il sera en train de sucrer des fraises sur Mars, en train d'avoir évidemment toute la planète à lui, parce que ce sera quand même, ou en tout cas l'équipe, le meilleur. Mais le reste, dites-vous que c'est obligatoirement géré, scindé, connu. Même les Wiz et les Orca qui sont des monstres de connaissances, ils sont dans leur environnement, ils sont en white box, ils sont déjà security admin ou global administrateur, ils sont honor, ils sont avec ils veulent aller péter en dessous les choses, mais ils n'ont pas pété de l'extérieur et d'essayer de croire qu'ils étaient Arsène Lupin d'une certaine manière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nicolas, j'espère que t'as pas été trop technique non plus, mais je pense que fallait. C'est correct. J'aime ça quand c'est technique de toute façon, puis c'est un peu l'objectif. Là, c'est pas, faut pas diluer le contenu parce qu'on va faire part des gens. Là, c'est important qu'on aille avec les vraies choses. Puis c'est important d'apporter ces nuances-là parce que justement, comme tu mentionnes, les compagnies disent n'importe quoi pour se faire de la pub. Il faut justement clarifier ça parce que faut dire les vraies choses et donc recadrer le risque à la bonne place. Oui, parce que c'est toujours en plus un recadrage de risque parce que ça nous empêche effectivement d'avancer
dans le travail, parce que si les gens n'ont pas compris que là, le cloud public, c'est l'informatique pour les 50 prochaines années, je crois que là, ils ont perdu. Oui, on les a donnés à GAFAM, mais comme Internet. Regardez Splinternet, c'est la même chose. Je referai un Splinter Cloud ou un Splinter je sais pas quoi, là, mais regardez, de toute façon, ça sera la même chose. Cette guerre a été perdue et cette notion de matériel et de périmètre, cette notion de gestion, elle est, ça y est, elle est derrière nous. Il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est soit vous l'acceptez ou vous allez aussi bosser chez McDo ou ailleurs. Peu importe. On peut aussi avoir le choix de ne pas avoir envie d'aller là, mais donc ça change la périmètre, on va dire le contour du périmètre et le spectre, en fait, de tout ce que l'on peut faire en termes d'attaque et compagnie. Oui, tiens, c'est du Trojan, mais dans une pipeline. Ah oui, tiens, c'est un registre, je vais créer un registre, je vais foutre un truc. Oui, je vais toujours péter de l'applicatif, parce que de l'applicatif sera toujours des gens qui auront développé, et des fois mal développé. Mais c'est pas pour autant sur quoi il repose que vous allez avoir pété. Et c'est ça que le contexte, et je veux que les gens puissent se souvenir de dire, rappelez-vous 4 choses. T'étais quoi dans ton rôle, dans tes rôles de droit dans l'Azure AD? T'étais quoi? Tu l'avais pas? T'es sûr? T'es certain? T'étais même pas fédéré. Le mec, il avait même pas mis de conditional access. Rien, même pas de two factor. Là, à mon avis, il vous pipote, mais tellement grave que là, le mec, donc là, vous lui dites, écoute, je veux le voir. Comme ça, vous allez voir que le mec, il va devenir blanc, il va y avoir les gouttes de sueur qui vont tomber. Puis après, vous lui dites, OK, t'étais ça, mais là, t'étais bien chez ton client pour péter ton truc de ton client, mais pour vérifier le périmètre de ton client. Comme pour le coup de péter une VM ou d'avoir un port ouvert ou d'avoir un truc. C'est exactement la même chose. Mettez un port ouvert et ouvrez votre routeur et mettez une VM ici ou un non-pod chez vous, c'est exactement le même point. C'est pas pour autant que vous allez dire, il a pété Vidéotron ou il a pété Rogers. Non, c'est de la bêtise. Donc, c'est ça qui est important, parce que comme dit Nicolas, ça change aussi le risque et ça donne le mauvais message. Et le mauvais message, moi, j'en ai marre, parce qu'après tout ça, on doit le reprendre, nous, en tant que professionnels de sécurité. On doit recadrer les gens qui sont malheureusement pas techniques, mais c'est eux qui détiennent le carnet de chèques. Et c'est eux qui doivent normalement comprendre à minima, de comprendre qu'il n'y a pas de risque, parce que tous les autres avant ont un peu dit tout et n'importe quoi ou faire de la pub pour que les choses malheureusement marchent pas. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire en sécurité, je vous rassure. C'est pas parce que tout ça est fait. Tout ce que je viens de dire à côté est quand même vrai et malheureusement est là, mais on est plus en grey white box que le fait de dire black box en tant que tel sur le cloud public lui-même. Ça n'existe plus, ou en tout cas très, très, très peu, voire, comme je vous le dis, oui, trouver des noms, faire des recon et compagnie. Et puis après, pour le reste, c'est les petits services, mais ça, c'est du développement continu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir enduré et de m'avoir écouté. J'espère, elle était très attendue. J'attends et je veux vraiment vos retours pour savoir si est-ce qu'il y en a un qui veut débattre ou est-ce qu'ils sont tous d'accord ou est-ce qu'ils sont contents d'avoir eu des points. Mais n'hésitez pas à faire des retours à Nicolas. Très apprécié en tout cas que vous puissiez m'écouter. Et merci à toi Nicolas encore une fois pour l'invitation. Et merci énormément.